Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas, Ronan et Axel et nous allons parler de leur projet en cours de développement qui s'appelle White Knight, un jeu d'aventure de survie horreur en noir et blanc. Bienvenue dans Extra Life. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par très brièvement nous dire un petit peu quel est votre poste exact sur le projet White Knight, on parlera ensuite juste après du jeu, et nous dire un petit mot sur la création du studio Awesome. Nicolas. Eh ben, moi je suis le sound designer, donc je m'occupe de créer les sons, de les intégrer, et voilà, tout ce qui est lié au son en fait. La musique aussi? Je compose une partie des musiques, mais juste les motifs gameplay en fait. Ouais. Le jeu joue beaucoup sur le sonore musical en fait. Ouais. Donc il y a des espèces d'ambiances qui sont à la fois sonores musicales qui se développent. Ouais. Et donc ça aussi je compose ça, c'est des drones musicaux en fait. Voilà. Des drones musicaux. Voilà, okay. C'est ça. Et c'est de manière à créer des atmosphères particulières. C'est ça, assez lourde, pesante. Et qui se développe suivant quand même une certaine harmonisation. Donc c'est à la fois du sonore qui se développe quand même sur quelque chose de musical en fait. D'accord. Donc ça pose une ambiance et ça, plus l'ambiance réaliste, est censé vraiment renforcer le côté très pesant du jeu. Ouais, voilà, okay. Donc voilà. Et donc aussi je m'occupe juste par contre des motifs piano qui sont des motifs gameplay qui sont là pour informer le joueur qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Et pour certaines progressions narratives. Voilà. Très bien. Voilà. Moi, juste pour compléter, on bosse avec un compositeur américain qui s'appelle Zach Miskin, ouais. Et qui joue tout au violoncelle. Donc, Nicolas se charge aussi d'intégrer à son travail toute la composition musicale. Et donc ce qui est très intéressant justement, c'est que dans son style de jeu, qui est quelque chose de très... une approche très contemporaine, donc très bruiteuse en fait. On arrive à un mélange de la musique qui des fois ressemble à quelque chose de très sonore et du sonore qui lui ressemble à quelque chose de très musical. Donc des fois on arrive à quelque chose qui se mélange. Donc voilà, en tout cas c'est ce qu'on recherche quoi, à créer. Ouais, non. Tu t'occupes de quoi? Moi à la base j'ai monté la boîte et je dirige le projet. De base, je suis plutôt graphiste. Ouais. Et après, j'ai fait du level design et du game design. Et du coup, je m'occupe... j'ai créé le projet à la base, je l'ai imaginé, je l'ai écrit. Et après, j'ai réuni autour de moi des personnes talentueuses pour s'occuper du graphisme, du son, de la musique, et des programmeurs, tout ça. Donc je m'occupe de chapeauter un peu tout ça. Quoi. Donc Axel, t'es un peu grillé, donc graphiste. Et voilà, exactement. Du coup, je suis graphiste. Donc moi, je suis le graphiste du projet. Donc on s'est rencontrés à Eden il y a très longtemps avec Ronan. Voilà, donc moi je m'occupe de toute la partie décor et je fais un peu de level design, un peu de scripting. Okay. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch du jeu très brièvement pour les gens qui ne connaissent absolument pas White Knight? Alors White Knight, c'était un survival horror old school, c'est-à-dire qu'on reprend les bases du survival horror comme Alone in the Dark 1, oui. Qu'on reprend un petit peu la sauce next-gen à travers un jeu dont la DA s'inspire de Hitchcock et de films d'animation et de l'expressionnisme allemand. Donc c'est un jeu old school, mais avec une DA très prononcée et un scénario complètement adapté. Je sais pas si je fais mon pitch. Non, c'est bien. Parce que du coup, oui, le jeu est en noir et blanc, avec des angles très pointus, très accentués. Donc moi, ça m'avait fait penser un petit peu au Troisième Homme, donc avec Orson Welles. Ouais. Donc en effet, on peut penser à Fritz Lang également sur pas mal de petites choses. Hitchcock, pourquoi? Sur le côté suspense? Il y a le côté suspense, parce que c'est un survival horror, mais c'est pas un survival horror glauque ou gore ou quoi que ce soit. C'est ça, je me demandais. On va plus vers la tension à la Hitchcock, c'est-à-dire quelque chose qui est plus psychologique. Ouais. Et après, il y a beaucoup de références graphiques. Enfin, tout le jeu se passe dans un manoir abandonné. Et dans lequel on va se perdre, alone, mais en même temps, c'est un manoir dont on a repris la silhouette de Psychose. Ouais. Et après, les thèmes abordés dans le scénario, la féminité, plein de choses qui rappellent aussi le côté Hitchcock. Quoi. Est-ce que tu peux me parler, donc tu es à l'initiative de ce projet, comment est-ce qu'il est né exactement? Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce jeu, de rendre hommage quelque part à Alone in the Dark, donc celui de Frédéric Reynal? Tout simplement, déjà j'étais fan du Alone 1 à l'époque, ouais, et c'est pour ça que j'avais bossé sur Alone in the Dark 5. T'as joué sur quoi? Amiga? Non, PC, sur PC. Ouais. Mais j'ai joué
très longtemps après la sortie. D'accord. J'étais jeune à l'époque, un peu trop. Enfin bref, et du coup, j'avais bossé sur... Mon premier boulot, c'était sur Alone in the Dark 5 à l'époque, et j'espérais pouvoir bosser sur un jeu comme ça, et c'était pas tout à fait le genre de jeu... du coup que j'aurais voulu faire. Bref, on s'est découvert avec Axel sur le remake de Alone in the Dark 1. Il nous avait proposé de commencer, c'était un prototype. Et ça nous a vraiment, enfin moi en tout cas ça m'avait vraiment donné envie de faire un jeu comme ça. Beaucoup plus effectivement cinématographique avec des plans de caméra. Donc, du coup avec des angles de caméra fixes. Voilà, on n'a pas une caméra épaule. Voilà, sauf qu'on a une technologie next-gen, donc elles peuvent bouger un petit peu tout ça, mais on reste dans cette logique de caméra, de plan de caméra. Et puis j'ai découvert aussi à peu près au même moment des films d'animation Peur du Noir, dont un qui s'appelle Peur du Noir, réalisé par Richard McGuire, qui est un film tout en noir et blanc qui était magnifique. Et c'est toute une série de courts-métrages qui sont basés sur le noir et blanc. Et puis je sais pas, j'ai eu d'un coup un déclic en me disant que ça pouvait être très gameplay de jouer sur du noir et blanc très brut et dans une ambiance très horreur du coup, très tension, psychologie. Et du coup, naturellement, l'idée parce que le gameplay de White Knight, c'est de toujours rester dans la lumière pour survivre. Dans l'obscurité, on finit par mourir. Et tout de suite, ça nous a paru hyper cohérent, parce que j'en parlais avec des gens, enfin on se connaissait déjà, donc on en parlait un petit peu. Et c'est devenu cohérent et naturel de bosser, d'approcher le remake et de faire votre jeu en fait, en pensant à Alone dans cette direction. Tout à fait. Alors il y a beaucoup de clins d'œil, et le premier prototype du jeu qu'on a fait l'année dernière, du coup l'été dernier, on a eu la chance de rencontrer Frédéric Hanal pour lui présenter. Et on lui a fait jouer dans un bar, parce que c'était sur un coin de bar avec une petite bière et tout. Ça doit être quelque chose. C'était fou, on a tout filmé. Et je me souviendrai toujours du moment où déjà le serveur le reconnaît dans le bar. Et du coup, nous propose, je lui explique qu'on est là pour lui présenter un jeu, et il nous propose de nous prêter la salle du haut qui était fermée. Donc on a fait une petite salle avec des tables qu'on a... c'était parfait. Avec l'ordi portable, et il joue. Et la première image se lance et il dit « c'est génial ». Il a adoré, il a dit « non mais les gars, déjà j'arrête, c'est juste le rendu ». Et puis le côté noir et blanc, je pense, lui plaisait beaucoup. Il a senti toutes les inspirations culturelles, cinématographiques, tout ça. Et du coup, je me demandais, sans griller de trop, est-ce qu'il y a un aspect fantasy dans le jeu ou pas du tout? Donc le premier Alone in the Dark était inspiré un petit peu de Lovecraft. Donc du coup, il y avait des choses qui étaient un petit peu fantastiques. Est-ce que vous allez rester dans quelque chose de plus réaliste? Alors on est assez réaliste, mais on va très vite dans du fantastique et l'ésotérique, un peu, des choses comme ça. Mais bon, après, c'est du scénario. Et au niveau du visuel, est-ce la volonté de faire un jeu comme ça entièrement en noir et blanc, avec l'importance donnée en termes de gameplay à la lumière, à la nécessité pour le personnage de rester dans la lumière, est-ce que c'est une contrainte qui t'a permis de te lâcher quelque part, ou ça a été très très difficile à maîtriser et appréhender? Est-ce que ça a été l'approche du truc, ça a été plutôt positif, plutôt négatif? Il t'a fallu du temps pour entrer dedans, ou au contraire c'était naturel? Ah non, c'était très positif. Alors c'est vrai qu'à la base c'était un choix artistique. Il s'est imposé à nous, et c'est vrai que ça desservait énormément le game design, le gameplay, donc du coup c'était super pratique. Et puis finalement ça s'est révélé un atout de production, parce qu'effectivement on fait tout en noir et blanc. On n'a pas à faire tout ce qui est texture, on n'a pas à faire de la texture next-gen, à faire des trucs super beaux. Par contre, après, ça demande un autre travail. Voilà, c'est un travail sur la lumière, un travail sur la découpe. Moi, par exemple, ça m'a demandé de travailler énormément les objets, parce que quand il va y avoir une ombre portée, il va falloir reconnaître cet objet. Quand on est dans le noir, il va falloir se repérer, et d'autant plus avec des caméras fixes. Si, par exemple, une lampe est trop détaillée et elle ressemble, je sais rien, à un vase, du coup, on va être complètement perdu dans cet univers-là. On joue un peu là-dessus. Ah oui, carrément. Ah oui, du coup, forcément, il y a des endroits et des objets qui changent et qui donnent l'impression d'être d'autres. Du coup, voilà, tout est un travail au niveau de la géométrie, en fait, plus que dans la texture et plus dans le rendu de la couleur. Au niveau du son, est-ce que tu avais des inspirations pour tout ce qui concernait le gameplay, les musiques, l'ambiance sonore en général, la création d'atmosphères spécifiques? Est-ce que toi aussi tu as été chercher tes inspirations du côté du cinéma? Oui, en fait, il fallait déjà définir quel réalisme on voulait pour justement tout ce qui était bruitage en fait. C'est-à-dire quel type de son on voulait, plus proche du réalisme du cinéma, du jeu vidéo, et finalement c'était plus le langage cinématographique concernant tout ce qui était les sons de follet. C'est-à-dire que donner vie au personnage par le son était hyper important et apporte énormément de choses. C'est-à-dire que ces sons de close sont très présents, comme au cinéma en fait. Ce qui est beaucoup plus rare dans le jeu vidéo d'avoir des sons de close aussi mis en avant.
Voilà, avoir des sons de pas qui sont vraiment proches, pareil, du langage cinématographique, avec des alternances de j'imagine, etc. un petit peu, voilà. Ouais. Et vraiment travailler à chaque fois vraiment une grosse variété de sons suivant les textures, et donc apporter à chaque fois le plus de variété possible pour vraiment qu'on ait une approche, qu'on se sente dans un univers existant en fait, quoi. C'est avec des sons reconnaissables et voilà. Après, Ancré dans un truc vraiment réel. Voilà, c'est hyper détaillé. Ouais, c'est très détaillé, donc beaucoup de détails et à la fois qui est très proche du réalisme, un réalisme un peu exacerbé, on va dire, et par-dessus ça, une couche de sons complètement surréalistes, comme ces drones musicaux, qui, avec ce mélange, va créer cette atmosphère qu'on voulait, c'est assez étouffante, lourde. Oui, voilà, et puis à la fois épurée et à la fois très pesante. Ouais. Donc épurée par le son parce que on n'était pas dans l'exagération sonore, et en même temps il y a ces ambiances qui sont elles plus réalistes, moins réalistes plutôt, et qui sont là pour soutenir autre chose qui est plus sous-jacent en fait, quoi. Est-ce que tu as joué un petit peu sur le jump scare, que ce soit en termes de mise en scène ou même en termes sonores, une porte qui clatche, j'ai un truc. Oui, alors après effectivement on a utilisé ces procédés-là, mais au niveau de l'aspiration sonore, c'était vraiment plus pas forcément des références, mais plus vraiment quel univers dans quel univers on veut plonger le joueur, et du coup comment on va retranscrire ça au niveau du son en fait, quoi. C'était plus ça, plutôt que de dire tel film et tel jeu va être une source d'aspiration. C'était voilà, après il y a des sources d'aspiration qui sont forcément innées, le fait de regarder, on est forcément influencé par des choses, quoi, mais voilà. Et puis après forcément il y a l'époque dans laquelle se déroule le jeu qui fait effectivement il faut que certains sons, notamment sur la voiture, le fait d'être dans un manoir, voilà, il y avait une approche bien particulière, réaliste, du fait que voilà, c'était des vieilles portes en bois, donc au niveau des grincements, beaucoup de variété aussi pour éviter d'avoir toujours les deux sons de même porte. Donc c'est toi qui as enregistré tout, tu as puisé dans une non, j'ai enregistré la plupart des choses, que ce soit le son de l'allumette en lui-même, des bougies, etc. Donc les clauses, on les a enregistrées en studio. Donc effectivement il y a une partie prise dans des banques de sons pour travailler de la matière première, en fait, mais la grosse majorité a été enregistrée et après retravaillée, quoi, pour vraiment avoir le son que vous voulez, quoi, et pas dépendre d'un son déjà préfet et qui peut... On a enregistré pas mal de voix aussi, des acteurs qui ont des voix off, qui racontent l'histoire. Et donc du coup justement, tu parlais d'époque, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte du jeu, et on incarne qui, à moins que ce soit un secret? Alors c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout de suite au début du jeu. Donc, on incarne un personnage qui est dans une voiture et qui a un accident de voiture et qui se retrouve à devoir aller demander de l'aide à la première maison, la seule maison qui est dans le coin, dans une campagne. Ça se passe dans les années 30 voilà, et un personnage mystérieux. Ok. Un inconnu, est-ce qu'il a encore toute sa tête ou pas? Est-ce qu'il a perdu la mémoire ou non, on ne sait pas trop? Ok, on peut en dire plus. On joue sur ce côté-là, mais on prend le contre-pied de pas mal de choses. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des plateformes? Donc du coup, le jeu va sortir sur quoi exactement? Et quand? C'est les grandes questions. Parce que là maintenant il est en développement depuis, tu disais, l'été 2013. Donc ça fait quelques temps que vous travaillez dessus. Je crois que vous avez bien avancé, vous avez presque terminé le jeu là en ce moment. Ouais. Donc on tourne cette émission mi-septembre. Donc du coup, voilà, ça fait déjà un bail que vous bossez dessus. Est-ce que vous avez une idée, donc plateforme et date de sortie? Alors les plateformes de base, c'est PC, Mac, Linux. Ouais. Et suite à la Game Connection, on avait gagné le prix du meilleur projet. On a eu des kits de développement Xbox One et PS4, ainsi qu'un peu d'aide et de support pour pouvoir nous aider à faire le partage sur ces consoles-là. Et du coup, on a commencé à réfléchir et à produire un peu de portage, quoi. Donc, a priori, ce serait début de l'année prochaine, le temps de faire tout ça, proprement. Donc vous allez tout sortir en même temps, il n'y aura pas d'abord une sortie sur PC, ensuite sur console, ce sera la même date pour toutes les plateformes. A priori, ce sera plus facile pour nous, pour la communication, tout ça, et puis pour comment dire...
synchroniser un peu tout le travail, tous les efforts qu'on va faire quand même. Très bien. Et donc du coup, au niveau un petit peu lorsque tu parlais de portage, est-ce que les portages, vous allez les confier à d'autres boîtes ou vous allez tout faire vous-même? Alors on a failli les confier à d'autres boîtes et finalement on va... Sur quoi ça se joue en fait ce type de décision? Alors, c'est du budget ou il y a un peu de ça, puis on a monté la boîte avec deux programmeurs, donc Mathieu Frémont et Domenico Albani, qui sont des... on a créé notre boîte. Ils sont à Lyon. Ils sont à Lyon. Voilà, il y a au Somme. Donc, il y a une partie à Lyon et une partie à Paris. Voilà, parce qu'on s'est rencontrés à Lyon chez Eden Games et après on a tous volé de notre propre aile chez Ubisoft, Quantic Dream, machin, tout ça. Et on a gardé, pendant ce temps-là, moi je faisais toujours des prototypes de jeux avec Mathieu et Domé à Lyon. Et on a gardé ce fonctionnement où on bossait à distance sur des prototypes et puis on a décidé de monter une boîte comme ça. Et puis à Paris, j'avais tous mes amis, collègues, de chaque corps de métier, quoi. Du coup, c'est resté un fonctionnement qu'on a et puis ça nous arrive de descendre à Lyon pour bosser ou inversement ils montent à Paris. Et eux, c'est des gros programmeurs un peu fous et s'ils veulent faire j'ai l'impression. Et on a monté la boîte sur un moteur de jeu qu'ils ont conçu pendant des années, je crois 8 ans. Donc c'est un moteur propriétaire. Voilà, on a notre moteur. À la base, on a monté la boîte pour ça et White Knight est le premier projet pour ce moteur-là. Et s'il est en noir et blanc et c'est un jeu d'aventure solo, c'est pour éviter d'avoir trop de choses, on va pas faire du multijoueur tout de suite, quoi. Donc potentiellement, en fait, le moteur, vous allez ensuite peut-être le vendre sous licence. Alors il a déjà été utilisé par un jeu qui s'appelle Space Run. D'accord. Édité par Focus, qui est sorti en mars, je crois. On avait reçu en fait le développeur dans Extra Life. Oui. Oui, effectivement. Et il utilise le même moteur. Ok, je ne savais absolument pas. Cool. Donc c'est un moteur capable de faire du noir et blanc et des jeux de vaisseaux spatiaux. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur le développement du projet? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières qu'il a fallu surmonter? Est-ce que vous avez des anecdotes à partager à ce niveau-là et peut-être du coup des conseils à donner aux jeunes développeurs qui se lancent également? Un truc qui a été chiant à gérer. Ouais, tout ce qui est chiant à gérer, c'est tout ce qui est obligatoire. C'est pas forcément chiant, mais ça bouffe du temps, c'est tout ce qui est communication, entre guillemets, gestion des salons, faire des démos, des choses comme ça. Parce que pour le coup, vous êtes indé, là, il n'y a pas d'éditeur. Tu fais tout à la main, quoi. Et en étant trois, on se retrouve avec plusieurs casquettes. Et la difficulté, par exemple, ça a été de faire des plannings carrés, dans le sens où les plannings qu'on faisait avant sur d'autres projets, on les faisait par rapport à notre métier. Et là, il a fallu contacter des gens, faire des dossiers pour le CNC. Et c'est du temps qu'on sous-estime énormément, parce que c'est des dossiers vraiment importants et il faut y passer beaucoup de temps. Et c'est un peu cassé les dents là-dessus. Au final, on s'en sort bien parce ça a été positif du fait qu'on a eu les aides et tout ça, mais si on les avait pas eu, ça aurait été vraiment un gros problème de planning, quoi. Donc je dirais, le plus gros souci pour les indés, je pense, c'est la gestion de production, quoi, vraiment. Pourquoi avoir décidé de faire le marketing là comme vous-même et de ne pas passer par un éditeur, tout en gardant la propriété intellectuelle sur le jeu? Ça vous permettait de vous décharger justement tout cet aspect-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Vous vouliez rester complètement indé, rendre de compte à personne? Alors, pas forcément, c'est surtout qu'on était à fond dans le projet et que la com, on s'est dit qu'on allait la faire au compte-gouttes. Alors jusque-là, on n'a pas vraiment fait, c'est plutôt les gens qui viennent nous voir et qui s'intéressent au projet parce que sûrement, comme on a gagné des prix, on a rebondi à droite à gauche. Par exemple, à la Gamescom, vous avez gagné un prix? On a gagné deux prix à la Gamescom, à la Game Connection, pardon. Game Connection, pardon. Voilà, donc prix du meilleur jeu console et prix du meilleur projet du salon. Cool. Après la GDC, on a gagné le prix Best in Play Winner, il y avait 8 projets sélectionnés. Ok. Et on a gagné un prix récemment au Flip Festival, qui est un salon à Angoulême, prix du public. C'est vachement bien ça. Et je sais plus s'il y en a pas un autre. Il n'est pas encore sorti, mais déjà il a plein de prix. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Du coup, la communication marche toute seule. Ouais, pour l'instant. voilà. Grâce à ça, mais sans ça, on n'a pas fait trop de travail de communication. D'accord. Mais c'est possible on va réfléchir à tout ça, le temps de faire les partages console, on va voir comment on s'organise. Pour conclure cette émission, est-ce que vous pouvez tous les trois nous dire un petit peu quelle est votre plus grande fierté sur le jeu actuellement? Et le truc peut-être qui fait que ce projet se distingue il y a beaucoup de jeux d'aventure qui sortent encore régulièrement. Il y a une sorte avec la scène indé de retour sur le devant de la scène de ce type de jeu, que ce soit du survival, du jeu d'aventure, du point and click, enfin en tout cas des jeux toujours avec des inspirations bien précises, une DA très travaillée, etc. Mais qu'est-ce qui pour vous le distingue? Un truc qui vous tient vraiment à cœur? Un truc qui me tient à cœur. Toi, ce sera peut-être visuellement. C'est clair que visuellement, c'est clair que c'est une approche qui me touche particulièrement, d'avoir autant de références et de voir que les gens en fait retrouvent ces références, parce que souvent ça nous arrive de faire de la création et les gens ne percutent pas forcément ce à quoi on a pensé.
Donc ça, c'est assez cool. Et puis, moi, vraiment, le truc que j'ai vraiment adoré, c'est que, enfin, et que j'adore encore, c'est que, parce que du coup, on est encore sur le projet, c'est que du coup, on peut vraiment toucher à beaucoup de choses, vu qu'on est indé. On peut faire plusieurs choses, et on peut vraiment s'exprimer comme on veut, en fait. C'est-à-dire que moi, en tout cas, au niveau graphisme, certes, c'est pas du next-gen, c'est pas du gros travail, mais derrière, je peux passer un peu de temps à la réal, je peux passer un peu de temps au LD, c'est-à-dire qu'on passe du temps à faire beaucoup de choses et on a le temps de s'exprimer. En fait, ça, on a vraiment le temps de s'exprimer créativement parlant et on fait résonner aussi tout notre background technique parce que ce qui fait que j'ai envie de dire le projet marche, c'est qu'on est comme des personnes qui vont bosser dans des gros AAA, enfin des gros AAA, pas des gros, mais juste des AAA. Et donc, du coup, tout ce background technique nous sert énormément. Et du coup, je relance un peu la patate à Nico et je pense qu'effectivement au niveau son tu as pu t'éclater un peu. Oui, c'est pour ça là je réfléchissais à quoi je voulais être le plus fier. C'est difficile déjà d'avoir ce recul là. Ouais, vous êtes encore dedans, c'est vrai que la question n'est pas facile. Mais effectivement je pense que c'est avoir mis vraiment de nous-mêmes. C'est vrai que on a fait des grosses prods, etc. Et on a quand même, c'est très bien de faire des grosses prods. Hein, c'est très très formateur. C'est aussi très intéressant tout court. Hein, mais effectivement, dans une grosse prod, on a peut-être des moyens d'expression un peu plus limités. Et là, effectivement, on a pu tester des choses et puis vraiment mettre de nous-mêmes et les limites, on va dire, forcément, il y aura toujours une limite de temps, parce qu'à un moment donné, il faut le terminer. Il y a toujours des limites techniques. Mais en tout cas, on a essayé d'aller jusqu'au bout des choses. Et puis, effectivement, on n'a pas compté du tout le temps qu'on passait dessus aussi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, là... Comment ? Heureusement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a... Voilà, la fierté, c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en tout cas. Voilà. Donc, et y mettre toute notre énergie parce que c'est aussi un bonheur de pouvoir s'exprimer comme ça sur le. Alors après, peut-être que ça sera pas si bien accueilli ou si bien. Ça on peut pas savoir. On n'a pas ce recul-là, mais en tout cas, ça. Voilà, c'est ça, c'est de ne pas avoir compté ça fatigue parce que il n'y aura pas de regret. En gros, vous avez tellement donné sur le projet que du coup... Oui, voilà, au moins on a essayé de faire votre truc. Voilà. Et en ça, moi, voilà, on va dire que c'est ça dont je suis plus content sur le projet. Quoi. Ronan ? Moi, c'est clairement d'avoir pu réunir mes collègues, mes potes, sur un même projet. Et on a tellement bossé ensemble et on était tellement déçus de plein de choses sur des grosses prods, ce qui est normal sur des grosses productions, on ne peut pas tout faire, effectivement. Et là, on se retrouvait un peu pour s'amuser, autour d'un projet où on pouvait avoir des références culturelles, des références artistiques. Et, des choses un peu pointues. Parce que souvent dans le AAA, c'est pas très pointu. Voilà, et sortir un peu la tête de l'eau, entre guillemets, de tout le mainstream et d'aller taper dans des petites références, c'est ce que permet le jeu indé. Et on a un bon écho derrière parce qu'on ressent qu'il y a des gens qui ont envie de trouver ce genre de choses, quoi. Et c'est pas du gore, c'est pas du sang, c'est des références un peu littéraires. Il y a 150 textes dans le jeu à lire, écrits par notre scénariste super doué qui avait fait le scénario, Sébastien Renard, qui a fait le scénario d'Obscure 2 à l'époque, qui s'est vraiment amusé à créer toute une histoire entre les lignes. Donc c'est un peu littéraire, il y a des références culturelles, artistiques. Et on s'est tous un peu amusés là-dessus, même si c'est peut-être plus dur à vendre derrière, au moins je sais qu'on aura fait un truc cool, quoi. Moi, je pense qu'il a sa propre identité, quoi, en tout cas, ce jeu, au final. Parce qu'on a tous apporté quelque chose et qui reste dans un son cohérent, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très... Enfin, je pense qu'au niveau de tous les métiers, de tout ce qu'on a apporté, c'est très très cohérent. Enfin, c'est vrai que ça se sent, quoi. Au niveau visuel, graphique, scénaristique... Oui, c'est clair, enfin, il n'y a pas... Tout est imbriqué. La façon dont je travaille, la façon dont je parle, j'ai l'impression que... Comme quand Nico parle, c'est la même chose, quoi. Enfin, c'est à peu près la même chose. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère pouvoir mettre la main sur White Knight très très prochainement. Donc il arrive début 2015 sur toutes les consoles, donc sur PS4, Xbox One, également sur PC, Mac et Linux, sur Windows, Mac et Linux. Et donc j'espère qu'on aura une version prévue entre les mains prochainement. Parfait. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.